Économie le Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, Israël est-il un marché d'oligopole? Dossier spécial aujourd'hui autour de l'emprise d'une vingtaine de familles sur des secteurs clés de l'économie. Quel est l'impact de cette situation sur le pouvoir d'achat des Israéliens? Et quelle réponse peut-on attendre de la part du futur du gouvernement? Reportage dans un instant, nous verrons le poids de ces monopoles dans l'alimentation. Lionel Friedfeld, notre analyste, sera également avec nous. Voilà pour le sommaire et soyez les bienvenus. On débute comme chaque jour par un passage en vue de l'actu éco à l'international avec d'abord les inquiétudes du FMI au sujet des économies des pays du Golfe. Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Koweït, Oman et Qatar, 6 pays qui ont subi la chute 50% des cours du pétrole l'an dernier. Du coup, après un excédent budgétaire de 76 milliards de dollars en 2014, c'est un déficit qui les attend cette année, 113 milliards au moins d'après le FMI. Le FMI justement qui invite ces pétromonarchies à diversifier leurs sources de revenus et aussi à réduire leurs dépenses et notamment les subventions à l'énergie. Priorité aussi aux projets d'investissement. Les pays du Golfe ont accumulé des marges financières qui les mettent dans une position très forte pour pouvoir financer leurs dépenses et ensuite les réduire progressivement. Ils doivent renforcer leurs efforts pour diversifier leurs économies et être moins dépendants du pétrole. La plupart de ces pays ont déjà pris des mesures en ce sens et les Émirats sont à un stade plus avancé en matière de diversification. 3,4% de croissance attendue cette année et 2500 milliards de dollars de réserves estimées pour les pays du Conseil de coopération du Golfe. On rappelle aussi que François Hollande est l'invité d'honneur cette semaine à Riyad du sommet de ces pays du Golfe. En Europe, les prévisions de printemps de la Commission européenne et constat d'optimisme, la conjoncture économique s'améliore. Bruxelles prévoit désormais une croissance moyenne de 1,5% pour la zone euro en 2015, 1,9% pour 2016. C'est au-dessus des précédentes estimations publiées durant l'hiver. Pour la France, le scénario de Bercy est conforté, 1,1% de croissance. L'Espagne fait mieux, 2,8%, 1,9% également pour l'Allemagne. Et un mot justement en Allemagne de cette grève historique qui touche la Deutsche Bahn, la compagnie du rail. 2/3 des liaisons grandes lignes, 1/3 des régionales annulées ce mardi. Le syndicat des conducteurs est engagé dans un bras de fer avec la direction autour de la question de sa représentativité. Cette 8e grève en 10 mois devrait durer jusqu'à dimanche. Elle souligne en tout cas l'accroissement des tensions sociales dans le pays. Non seulement cette méga-grève affecte les nerfs, mais elle coûte aussi énormément à l'économie. Le train est ici un moyen de transport essentiel, c'est la principale artère logistique. 1 million de tonnes de marchandises sont transportées chaque jour. Et avec une si longue grève, les coûts atteindront rapidement un demi-milliard d'euros. En bref, l'Argentine se rendra aux urnes dans 5 mois pour élire un nouveau président. La sortante, Cristina Fernandez, ne peut briguer un 3e mandat, mais elle entend conserver son influence. Alors faut-il y voir un rapport? Hier, son ministre de l'économie a annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu pour les plus bas salaires. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Ceux qui gagnent plus payent plus. Maintenant, ce que nous faisons est de le rendre davantage progressif pour ceux qui le payent. Les 10% qui gagnent le moins paieront moins d'impôts. Et puis un passage par le Népal, plus de 10 jours après le terrible séisme, plus de 7500 morts. Et l'heure est au bilan aussi pour les ravages causés à de nombreux sites archéologiques inscrits pour certains au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le coût de la restauration se chiffrera en millions de dollars, un fardeau de plus pour ce pays pauvre et dont les revenus du tourisme sont essentiels. Il faudra du temps et des milliards de roupies. Des milliards, vous comprenez ? Combien exactement, je ne peux pas vous le dire à l'heure actuelle. Mais je peux dire que 90% du patrimoine est endommagé. Certains sites sont partiellement fissurés, d'autres totalement démolis. Et pour d'autres, il faudra les démolir. Allez, on se penche quelques instants sur l'économie française en compagnie d'Éric Levin à Paris. Alors, pas mal de bonnes nouvelles ces derniers jours. Recul léger du déficit, la consommation de retour, la croissance aussi, en tout cas dans les prévisions, Bercy, Bruxelles, et puis évidemment les succès du Rafale. Bref, côté confiance, Éric, l'Hexagone reprend des couleurs. Et oui, mon cher David, stop au French bashing. Il y a de bonnes nouvelles sur l'économie française actuellement. D'abord, il y a Bruxelles qui relève ses prévisions de croissance, c'est une excellente nouvelle. Et puis, il y a surtout les contrats qui se multiplient pour le Rafale. Il y avait eu, bien sûr, l'Égypte.
Il y avait eu l'Inde et puis il y a maintenant cette commande du Qatar. Alors vous savez qu'il y avait une grande problématique sur le Rafale. C'était un avion très puissant, très intéressant pour les Français, mais il ne sortait pas des frontières hexagonales. En l'espace de quelques mois, il y a donc eu 3 contrats. Et puis puisqu'on parle des firmes françaises, il y a une entreprise française qui est un petit peu sous les feux d'actualité actuellement. C'est Areva qui a de gros problèmes financiers, mais Areva qui pourrait intéresser des investisseurs chinois qui pourraient se bousculer au portillon du capital. Il faut dire que l'action a perdu plus de 55% en un an, c'est énorme, mais il faut dire que les pertes sont très importantes. Alors bien sûr, on n'en est pas là, on n'en est pas à la recomposition du capital, mais c'est quand même une bonne nouvelle que des Chinois s'intéressent au premier groupe nucléaire français. Ouais, et Engie aussi, l'ex-GDF Suez, semble également intéressé par la reprise de certaines activités d'Areva. Merci Eric. Et on en vient au dossier du jour. Souvenez-vous, il y a bientôt 4 ans, les Israéliens descendaient dans les rues pour protester contre la cherté du coût de la vie. En toile de fond, outre l'immobilier, les tarifs de certains produits de base qui étaient jugés prohibitifs. Et cela résulte d'une situation à contre-courant finalement du libéralisme affiché, la présence d'oligopoles qui profitent de l'absence de régulation des prix. Avant d'en parler avec Lionel Friedfeld, Anthony Ness nous en dit plus. On regarde son reportage. Été 2011, la contestation contre la vie chère gagne Israël. Des centaines de milliers de personnes protestent contre la hausse des prix du logement, mais aussi des produits alimentaires. Tout a commencé en juin de la même année quand un groupe de juifs orthodoxes de la banlieue de Tel Aviv appelle au boycott du fromage blanc distribué par le conglomérat Tnuva. En cause, une augmentation de plus de 35% en 2 ans du fameux produit, très apprécié par les Israéliens. L'entreprise qui distribue alors plus de 70% des produits laitiers en Israël est accusée ouvertement d'abuser de son quasi-monopole. 4 ans plus tard, nous retrouvons le leader de cette contestation à Bnei Brak, dans la banlieue religieuse de Tel Aviv. Les prix en général en Israël sont très élevés et rares sont ceux qui ont le privilège de sortir et protester tous les jours sur les choses qui ne vont pas. Mais il est très important de continuer à tout faire pour que les prix soient les mêmes que ceux de l'OCDE. Israël est en effet le vilain canard de l'OCDE. Plus forte concentration des entreprises agroalimentaires, l'État hébreu est pointé du doigt par l'organisation européenne. En effet, selon son rapport en 2012, 90% des produits laitiers sont produits par seulement 3 compagnies. Même constat pour les sodas et les produits concentrés. Pour l'eau minérale, c'est 70% et le café, 83%. Reste qu'en 2014, le centre de recherche de la Knesset a conclu que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté de 16% depuis 2007, contre 1,8% pour les autres pays membres de l'OCDE. Pour cette journaliste spécialiste des questions sociales, les Israéliens ont été forcés de changer leurs habitudes. À savoir qu'en Israël, une famille moyenne, c'est une famille de 3 enfants. Le paquet de céréales dure 48 heures, donc c'est impossible, vu les prix des céréales aujourd'hui, de consommer, d'offrir à nos enfants le matin un bol de céréales. Ça devient un produit de luxe qu'on offre 1 fois, 2 fois par semaine, mais pas plus. Pour ce qui est de la viande ou du poisson, les Israéliens attendent des promos ou consomment moins ces denrées, devenues hors de prix. Le poisson est devenu aussi une denrée de luxe, les prix ont terriblement augmenté. Là, vous voyez un filet de saumon qui n'est pas frais, qui est congelé, qui est surgelé, c'est un petit filet de saumon. Il est à 70 shekels le kilo, soit 15 € le kilo. Là, il y a à peu près 2 kilos de filet, donc 30 € le filet de saumon. Difficile pour le Conseil israélien des consommateurs de ne faire aucun lien avec les monopoles. Si la seule loi que les monopoles connaissent, c'est de maximiser leurs profits et abuser continuellement de nos consommateurs, ils ne doivent pas être surpris qu'on ait élevé la voix pour un contrôle large des prix. Contrôler les prix, au moins sur les produits de nécessité, c'est la volonté de cette organisation, à moins que la donne change. Notamment avec la nomination au gouvernement de Moshe Kahlon. Le nouveau ministre des Finances a fait une campagne anti-monopole et a recueilli 8% des suffrages. Sa réussite, avoir déjà brisé le monopole du mobile en élargissant la concurrence. Pour les spécialistes, l'homme a des atouts pour changer la donne. Normalement, le ministre des Finances a des obligations vis-à-vis des banques, des syndicats. Kahlon, lui, n'a rien de tout cela. Donc, pas de bagage excessif. Il a été élu pour ça.
Principal objectif pour le ministre, faire baisser les prix en ouvrant le marché à la concurrence. Il devra alors faire face à des normes réglementaires kafkaïennes, ainsi qu'un écosystème frileux à tout changement. Mais l'urgence est là. Selon l'OCDE, 31% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, 900 000 souffrent de malnutrition. L'alimentation et son coût, plus que jamais au cœur de cette problématique. On accueille notre analyste financier. Bonjour Lionel Strickfeld. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, ces monopoles, ces oligopoles, est-ce que c'est finalement l'un des boulets de cette économie israélienne qui est finalement, faut-il le rappeler, très performante aujourd'hui? Alors effectivement, un chiffre à retenir. La Banque d'Israël dit que les 30 plus grandes familles israéliennes contrôlent 60% de l'économie et 50% de la valorisation boursière de la bourse de Tel Aviv. Donc c'est un chiffre aberrant. Et comment on en est arrivé à cette situation? Pourquoi ça perdure malgré le virage libéral des années 2000? Alors en fait, c'est un fait historique. Dans les années 80, à la fin des années 80, on s'en souvient, le gouvernement a privatisé des grandes entreprises et ce qui a notamment privilégié des grandes familles à racheter ces entreprises. On peut par exemple parler du premier conglomérat, IDB, qui avait notamment Cellcom, l'opérateur de télécom, Mart et Shimagaim, le numéro 1 de l'engrais, qui a été entre-temps revendu aux Chinois, mais qui avait également notamment Tashtit, qui était spécialisé dans les transports, qui avait notamment le monopole du ciment. Donc effectivement, c'est des conglomérats qui ont été formés. Il y a des grandes familles, la famille Harrison a notamment la banque Apoalim, mais également Shikun Vebinun Housing and Construction, une des plus grandes sociétés, notamment dans la construction. Mais on peut passer à Yitzhak Chouva, qui au départ faisait de l'immobilier. Il a obtenu quasiment une quasi-exclusivité sur les licences du gaz avec son partenaire Noble Energy. Et aujourd'hui, il a également notamment des sociétés d'assurance, Phoenix, qui est en train de revendre à des Chinois, et également Nessoir Excellence. Donc on a un petit peu les désavantages des monopoles avec les désavantages du libéralisme, c'est-à-dire pas de régulation des prix. Finalement. Alors l'avantage des monopoles, c'est qu'effectivement ça apporte une certaine solidité au marché israélien, mais aujourd'hui où on entre dans une nouvelle ère, le consommateur veut plus de transparence et des meilleurs prix. Et tout ça, c'est l'héritage finalement du modèle communiste qui boot de l'origine du début de l'État d'Israël en 48. Effectivement, un petit peu, mais c'est surtout l'héritage que Israël n'a que 67 ans, comparé notamment aux États-Unis, à l'Europe, à la France. Donc il n'y a pas eu de... Effectivement, le modèle a évolué, mais il n'y a pas eu de loi antitrust, en fait, qui a obligé ces grandes familles à revendre. Aujourd'hui, c'est en train d'être refaire, notamment la famille Bronfman qui vient des États-Unis, qui a notamment Ikea a dû vendre la banque Discount, une partie de participation dans Discount, mais il y a des grandes familles comme la famille Manor, qui était notamment propriétaire d'IDB avec Nori Dankner, qui est aussi l'importateur officiel de Peugeot Citroën, qui possède également la banque Igood. Donc on va donc véritablement céder conglomérats. Mais Lionel, cette forme aussi de protectionnisme, c'est aussi un choix, celui de protéger la production locale, être moins dépendant de l'extérieur, surtout dans une région comme le Moyen-Orient qui est instable. Alors effectivement, mais qui dit manque de concurrence dit effectivement les consommateurs n'en profitent pas. Et aujourd'hui, Moshe Kahlon effectivement a été ou va être sans doute nommé. Il a dit qu'il allait notamment introduire de la concurrence, notamment dans les banques. Mais il faut savoir que ce n'est pas un homme providentiel. Effectivement, il vient d'un village très pauvre, Olga, situé à côté de Hadera. Donc il ne fait pas partie de l'establishment israélien des affaires. C'est l'homme de la situation, mais malheureusement, un homme seul ne peut pas changer le système, car la Banque d'Israël va sans doute s'opposer à des réformes structurelles des banques, et les cartels et les lobbying, notamment alimentaires, vont s'opposer à toute réforme. Justement, en quelques mots, il y a eu le téléphone il y a 3 ans, ça a marché. Est-ce que ça peut marcher aussi pour d'autres secteurs, l'alimentaire? C'est quoi la cible, la prochaine cible? La prochaine cible, le marché bancaire, déjà baisser en fait les transactions bancaires pour les Israéliens, le marché notamment tout ce qui est internet de télécommunications, c'est pas normal, le triple play, le quadruplé. Et effectivement, l'alimentaire, ça a déjà été passé, notamment d'avoir à peu près 0% de TVA sur des produits alimentaires de base. Merci Lionel Strickfeld pour toutes ces explications. Merci. On va passer au Média Match. Allez, Facebook pour ouvrir cette revue de presse avec Léa Volbert. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, grosse bourde pour le numéro 1 mondial des réseaux sociaux. Oui, c'est une erreur de géolocalisation assez embarrassante. Facebook situe l'île de Gotland en Norvège. Or, cette petite île de 50 000 habitants se trouve en mer Baltique, à 90 km environ à l'est de la Suède. L'île est donc bien suédoise et c'est une bévue qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le tourisme et les petites entreprises de Gotland, puisque désormais, les internautes qui cherchent des informations sur cette île sont directement redirigés vers la Norvège. Une demande de rectification a été faite. Restez jusqu'ici sans réponse. L'importance de la précision. On passe à une étude parue dans Les Échos. Dites-nous tout. Alors voilà, parce qu'une mauvaise nouvelle arrive rarement seule. C'est un nouveau sondage Eurostat paru aujourd'hui qui n'est pas franchement réjouissant et qui s'ajoute aux mauvais chiffres du chômage dévoilés récemment. Ce sondage paru dans Les Échos nous apprend qu'en France, près de 10 millions de salariés étaient en 2014 en temps partiel subi. Parmi eux, 2 tiers sont des femmes. Alors, dans ce classement du pire au meilleur élève de
l'Union européenne. La France arrive en deuxième position, juste derrière l'Espagne. Les chiffres qui apparaissent sur ce graphique, ce sont les pourcentages sur l'emploi total en 2014. On peut donc voir qu'en France, le temps partiel imposé représente 6,1% de l'emploi total. Il grandit visiblement. Et puis Léa, une histoire, un parcours pour le moins atypique, ça se passe en Allemagne. Oui, c'est le journal Le Monde qui publie aujourd'hui le compte-rendu d'une assemblée générale un peu particulière, celle du groupe Volkswagen, première entreprise allemande, qui est présidée aujourd'hui par un syndicaliste. Bertolt Huber, c'est l'ancien président d'un très puissant syndicat allemand. Ouais, merci, une affaire à suivre. Merci beaucoup Léa Volbert et à demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Les élections au Royaume-Uni, gros suspense et l'Expo universelle de Milan. Et d'ici là, l'information continue. Restez avec nous.